La vie publique laisse-t-elle une place à la vie privée? Vous êtes préoccupé par la place qu'occupe votre vie publique à l'instar de votre vie privée, et vous vous demandez quelles sont les limites entre celle-ci et la sécurité. Alors cette vidéo est faite pour vous. La vie privée relève des éléments propres à un individu qui sont considérés comme personnels, donc dont le public n'a pas accès. Ce sont des informations sur lesquelles on veut garder le contrôle. Des données qui appartiennent au domaine de l'identité, de la santé, de la vie sentimentale, conjugale ou familiale font donc partie de la vie privée. La notion de vie privée n'est pas uniquement un concept relationnel, mais un droit légal pour tous. En effet, il existe de nombreux articles de loi à ce sujet. La vie publique relève quant à elle des activités d'une personne concernant, entre autres, sa vie professionnelle ou ce qu'elle est prête à dévoiler de son intimité. Par ailleurs, les informations qui relèvent de la vie publique concernent tout le monde et peuvent être utilisées à n'importe quel escient. En ce sens, elles sont accessibles et ouvertes à tous. Sur le web, il est davantage question des informations divulguées, notamment sur des sites comme Facebook ou encore dans des blogs. Ces applications du web 2.0 sont en grande majorité accessibles au grand public, donc ceux qui ont accès à Internet ont accès à ces informations. De nos jours, le thème de la vie privée est récurrent dans les débats, et plus particulièrement les limites et transgressions de celle-ci. En effet, depuis quelques années et partout dans le monde, les populations sont surveillées, contrôlées, voire espionnées, et le sentiment d'insécurité semble s'intensifier. L'évolution de ce sentiment s'est aggravée depuis certains événements très violents, tels que les attentats du 11 septembre 2001 sur le World Trade Center à New York, qui accentuent ce phénomène de vigilance réalisé par les États et les différents pays du monde. Pour résoudre les problèmes de violence et ainsi rassurer les populations, les gouvernements instaurent des mesures de sécurité drastiques, comme l'installation d'un nombre important de caméras de surveillance et le plan Vigipirate. Nous verrons donc dans un premier temps les atteintes à la vie privée à travers un système de surveillance généralisé, soit quelles sont les limites entre vie privée et sécurité. Et dans un second temps, nous étudierons si la notion de vie privée est toujours d'actualité. Déjà en 1948, George Orwell avait prédit la vidéosurveillance dans son roman d'anticipation 1984, où la population était surveillée dans la rue et chez elle par le pouvoir politique en place grâce à des systèmes de caméras implantés dans les télévisions. En France, les débats sur les risques pour la vie privée face à la vidéosurveillance sont apparus lorsque certaines communes ont souhaité mettre en place des réseaux de vidéosurveillance de la voie publique pour prévenir et réprimer la délinquance. Le premier cas étant celui d'Avignon en 1990. Le débat opposait alors partisans de la sécurité et défenseurs des libertés. La pose de caméras de surveillance sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public est très réglementée. Elle n'est possible que pour des motifs de sécurité, comme la protection des bâtiments, la régulation du trafic routier ou la sécurité des personnes ou des biens, et ne peut jamais se faire à l'insu du public, qui doit toujours en être informé par des affiches ou des pancartes. Elle nécessite en outre l'autorisation du préfet. Cette autorisation est délivrée pour une durée de 5 ans renouvelable. Afin de préserver au maximum la vie privée de chacun, ces dispositifs de vidéosurveillance ne doivent pas permettre de visualiser l'intérieur des immeubles d'habitation, ni leur entrée. Enfin, les enregistrements ne peuvent pas être conservés au-delà d'un mois. La pose de caméras de surveillance est un droit. Toutefois, il peut être refusé pour des motifs tenant à la sûreté de l'État, à la défense, à la sécurité publique, en cas d'instruction judiciaire ou même pour protéger le secret de la vie privée de tierces personnes. La CNIL peut, sur demande de la Commission départementale des systèmes de vidéoprotection, du responsable du système ou même de sa propre initiative, exercer un contrôle visant à s'assurer que le système est utilisé conformément à son autorisation et aux dispositions de la loi. Si elle constate un manquement, elle peut, après mise en demeure du responsable du système, demander au préfet d'ordonner la suspension ou la suppression du système. Elle informe le maire de la commune concernée de cette demande. Que la commission ait été saisie ou non, toute personne peut également s'adresser à la juridiction compétente en cas de difficulté concernant un système de vidéoprotection. Cependant, ce n'est pas le seul système ayant pour objectif d'assurer la sécurité qui est mis en place par l'État. En effet, l'autorisation d'écouter les communications téléphoniques est accordée par décision écrite et motivée du Premier ministre ou de l'une des deux personnes qu'il a spécialement désignées. Elle est donnée sur proposition écrite des ministres en charge de la défense, de l'intérieur ou des douanes. L'administration peut écouter les conversations téléphoniques des particuliers pour l'un des motifs suivants: la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, la prévention du terrorisme, la prévention de la criminalité et de la délinquance organisée, et enfin la prévention de la reconstitution ou du maintien des groupes de combat et milices privés dissous.
Elle est valable au maximum 4 mois renouvelables et seuls les renseignements en relation avec les affaires d'intérêt public, comme la sécurité nationale, la prévention du terrorisme, sont transcrits. Enfin, le plan Vigipirate est un dispositif de vigilance, de prévention et de lutte contre le terrorisme. Il couvre toutes les activités du pays pour le sécuriser. Il doit aussi permettre d'entretenir la vigilance permanente et susciter une mobilisation de la population en cas d'événements graves. Les objectifs sont d'assurer la protection du citoyen, du territoire et des intérêts de la France contre la menace terroriste, de développer et maintenir la vigilance de la population pour prévenir et déceler le plus en amont possible toute menace terroriste, et enfin de permettre une réaction rapide et coordonnée en cas d'action terroriste afin de renforcer la protection, faciliter l'intervention et bien sûr d'assurer la continuité des activités d'importance vitale. Il repose sur un principe de responsabilité partagée entre les autorités publiques, comme l'État et les collectivités, et les opérateurs publics et privés. La mise en œuvre du plan Vigipirate est décidée par le Premier ministre. Les préfets s'assurent de son application sur l'ensemble ou une partie du territoire. Le plan Vigipirate comporte près de 300 mesures dont certaines sont encore confidentielles. Voici quelques exemples de mesures niveau vigilance. Tout d'abord, la protection est renforcée dans les établissements à risque, tels que les grands magasins ou les lieux de culte. La surveillance est accrue dans les transports en commun et enfin on contrôle les accès aux sites institutionnels. Voici quelques exemples de mesures niveau alerte attentat. On observe un renforcement du contrôle des personnes et de détection des explosifs, des interdictions de se garer aux abords des écoles, un renforcement des patrouilles militaires dans les lieux publics et enfin la suspension de voyages et des sorties scolaires. Lorsque le plan Vigipirate est mis en place, un citoyen doit par exemple signaler aux autorités tout colis abandonné, véhicule ou comportement suspect et garder avec lui ses affaires personnelles. Depuis, notre monde occidental est confronté à une lourde menace extérieure, le terrorisme, avec son cortège de menaces et d'attentats, et à des difficultés plus intérieures dues à la criminalité urbaine qui empoisonne la vie quotidienne de la population. De sorte que, ou du moins dans les sondages, la sécurité est la principale préoccupation des Français. C'est pourquoi l'État a mis en place le plan Vigipirate. La guerre contre le terrorisme est une guerre à durée indéterminée contre un ennemi inconnu. Elle a permis d'introduire des lois d'exception dans le droit commun avec l'assentiment de la population, souligne Dan Van Ram donc, vice-président de la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme. On a banalisé la notion de contrôle, les gens ont fini par accepter d'être tracés, contrôlés, sous prétexte qu'ils n'ont rien à cacher. On est entré dans l'ère du soupçon. Nous avons vu que la ligne de partage entre la sphère privée et la sphère publique est devenue imprécise. Mais pourquoi ? Tout d'abord, la télévision a joué un grand rôle, et en particulier les émissions de télé-réalité à partir des années 1980. En effet, la mise en scène de soi commence là. Elle a ensuite continué sur les réseaux sociaux et plus généralement sur Internet. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'ambiguïté, voire même de confusion. C'est pourquoi les individus essaient de défendre leur espace privé, car il y a un aspect effrayant à être ainsi sous le regard de tous, à savoir que nos conversations peuvent être écoutées, que nous sommes filmés dans la rue ou dans le métro. Cependant, les gens s'en accommodent, en se disant qu'ils ne sont pas censés s'observer, que leurs images sont enregistrées, mais pas nécessairement regardées, et que dans le pire des cas, elles ne seront utilisées que pour les criminels ou les terroristes. Ces premières remarques montrent donc que nous n'avons plus le monopole sur nos informations, et que nous sommes en permanence filmés, écoutés et surveillés, et que l'actualité mondiale ne fait qu'appuyer ce phénomène. Cependant, on observe, et ce de plus en plus, la mise en place des messages cryptés. Les messages cryptés sont des messages codifiés avec des chiffres secrets pour que seuls les destinataires ayant leur configuration puissent les déchiffrer et ainsi les comprendre. C'est un excellent moyen pour faire circuler des informations confidentielles et est donc une forme de protection de notre vie privée. Avec les moyens qui existent de nos jours, un email qui n'a pas été crypté et est envoyé sur Internet est plus qu'une carte postale sans enveloppe. C'est tout simplement une lettre placardée sur tous les murs de la ville. N'importe quel passant pourrait s'arrêter et la lire. On ne saurait trop rappeler que l'utilisation de cryptographie sert non seulement à protéger votre confidentialité, mais aussi celle de vos correspondants. De plus, journalistes, avocats, huissiers, médecins, cadres commerciaux, nombreux sont les professionnels qui contractuellement, déontologiquement ou légalement sont tenus au secret professionnel. Ils sont aussi de plus en plus nombreux à utiliser l'Internet de façon professionnelle. Ils sont donc dans l'obligation de crypter leurs emails afin de ne pas laisser se diffuser librement dans les labyrinthes d'Internet une proposition commerciale, un dossier judiciaire ou un dossier médical. S'ils ne cryptent pas, ils ne prennent donc pas les précautions minimales pour préserver ce secret professionnel et s'exposent alors à des risques juridiques et financiers considérables. Pour conclure, rappelons que le droit à la vie privée est relativement récent.
Il est en effet garanti par l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et mentionné dans la Convention européenne. C'est pourquoi il est aussi important de s'intéresser à la place qu'occupe notre vie publique par rapport à celle de la vie privée. On pourrait en effet se poser des affirmations hâtives, comme celle de la disparition des limites de notre vie publique et privée. Car en effet, la ligne de partage entre la sphère privée et la sphère publique est devenue imprécise. D'un côté, la réputation des géants de l'Internet a été ébranlée dans le sillage des révélations d'Edward Snowden par leur échec à protéger les données de leurs consommateurs. Pourtant, ces mêmes géants de l'Internet n'ont eu de cesse de militer pour une cryptographie plus robuste afin de protéger leurs données. Ainsi, Google a commencé à encrypter ses communications entre centres de données, WhatsApp encrypte les communications entre utilisateurs de bout à bout, et Apple a annoncé que la prochaine version d'iOS comprendra le chiffrement par défaut pour tous les... Paradoxalement, les gens exposent de plus en plus leur intimité. En effet, ils le font car cette exposition les valorise. Il y a de là l'idée que si vous ne faites pas un récit de votre vie, elle reste enfouie ou ensevelie. Il faut montrer sa vie ou la raconter pour en sauver quelque chose. En même temps, on sait que l'exposer, c'est la mettre en danger. Ainsi, la frontière est devenue incertaine en raison des moyens techniques, mais aussi de nos désirs. De plus, on a tremblé au récit de George Orwell 1984, mais on a pensé longtemps pouvoir se garder de cet œil omniprésent. Or non, on constate à présent que celui-ci est partout. Alors peut-être sommes-nous maintenant en quête d'une frontière à rétablir. On fait circuler des informations pour les partager, mais dans un petit cercle, familial ou amical, ou dans un groupe d'affinités. Parfois, la sphère s'élargit au-delà de ce que l'on souhaiterait. Vos informations vous échappent, elles circulent sans contrôle. Mais il n'est pas certain que la notion de secret s'efface pour autant. Les gens gardent une part d'intime qui n'est pas dévoilée. Notre société reste donc tissée de mystères, une vie totalement transparente serait en effet insupportable. C'est donc une menace qui pèse sur nous, mais on s'en défend. Néanmoins, il y a bel et bien une tension inhérente entre les notions de sécurité et de vie privée. C'est pourquoi il est urgent d'apprendre comment trouver un équilibre entre ces deux facteurs. Nous ne pouvons pas seulement attendre de nos systèmes politiques qu'ils trouvent d'eux-mêmes un équilibre convenable entre sécurité et vie privée, comme illustre encore le vote de la loi sur le renseignement. Pour autant, ne doutons pas des motivations de nos élus et rejetons toute théorie du complot. Ils font cela pour sauver un plus grand nombre de vies au prix des libertés dont ils pensent sans doute qu'elles nous importent moins. Si nos politiques craignent de ne pas avoir fait tout ce qu'ils pouvaient pour sauver des vies, il nous appartient de leur faire passer clairement le message que notre liberté est tout aussi importante que notre sécurité. Plutôt que de s'attaquer aux outils, nous devrions nous occuper de créer les conditions d'un débat public, partout dans le monde, au sujet de cette tension entre sécurité et vie privée, afin que les citoyens puissent décider eux-mêmes où ils souhaitent placer l'équilibre, au lieu d'un ensemble indéterminé d'instances non représentatives de la diversité de leurs opinions. Il faut d'abord financer la recherche pour comprendre ce que le respect de la vie privée signifie d'un point de vue technique, mais il faut aussi créer des institutions internationales qui permettent de certifier la robustesse d'un programme ou d'un système. La cryptographie, ou chiffrement, est une technique utilisée pour coder un message, de sorte que seuls les destinataires puissent le lire. Elle semble donc être une solution à cette tension. De plus, en 1996, le Conseil national de la recherche des États-Unis publiait un rapport intitulé « La cryptographie a un rôle à jouer pour sécuriser notre société de l'information ». Celui-ci mentionnait qu'au total, les avantages d'une cryptographie plus répandue l'emportent sur les désavantages. Cependant, avoir une cryptographie de mauvaise qualité aurait des conséquences. Comme dit précédemment, il faut que les institutions alimentent un débat public sur l'équilibre mouvant entre liberté et sécurité. De plus, il faut que les médias nous informent sans susciter panique ou paranoïa. Ce débat devra nécessairement répondre à ces questions douloureuses, telles que quels risques sommes-nous prêts à prendre, y compris en termes de vie humaine pour sauvegarder les libertés publiques, comme le droit au respect de la vie privée, acquise au siècle dernier.